Bonjour à tous. Là, sur la table des députés, en attendant la réponse du gouvernement, des séries de questions orales sur plusieurs sujets d'actualité, des questions orales posées pour des réponses avec ou sans débat dans le domaine de l'éducation, avec la situation des aspirants au métier d'enseignement, la sécurité avec les radars de la police républicaine qui pullulent, de la bonne gouvernance avec le dossier Sofitel ou même du domaine de l'économie avec la filière soja qui bat de l'aile au Bénin. Les journaux reviennent et rendent compte de cette grande inspiration des élus du peuple. On en parle tout à l'heure dans la une des journaux en faisant le tour d'horizon du peu de quotidien paru ce mardi matin. Lors de nos débats, nous y reviendrons avec un focus surtout sur le dossier concernant l'éducation et la situation des AME. Nous allons ainsi extrapoler et aborder l'autre aspect du sujet éducation qui fait polémique depuis la semaine écoulée, notamment au niveau de l'Atakora. Si vous ne le saviez pas, sachez bien que là-bas, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a renvoyé à la craie et en situation de classe des élus communaux enseignants qui avaient profité de leur situation de statut d'élus communaux pour abandonner la profession. On en parle donc tout à l'heure. Bienvenue à tous. Donc, on est avec le tout premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité ce matin. Protection des cours et tribunaux. La sécurité, un enjeu primordial. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou est un fait qui devient préoccupant selon le journal. Sécurité des personnes et des biens. Dernier trimestre de l'année en cours. La période est critique, constate le journal La guerre israélo-palestinienne vue d'Afrique. Le journal vous propose quelques avis et analyses. Maté libre. Bénin, injustice dans les programmes de protection sociale. Qui est responsable, se demande le journal et puis saison radiophonique de BIP Radio. De l'information toutes les heures, large couverture jusqu'à Anéra au Togo, souligne le journal. Nous passons maintenant à le matinal. Lutte contre la cybercriminalité, grosse moisson de l'OCRC. À Parakou, 32 présumés brouteurs, arrêtés, plusieurs objets. Saisie, remobilisation de militants, suscitation de candidature, remaniement technique 2026 agite le landerneau politique, constate donc le journal. Et puis cambriolage à la cour d'appel de Cotonou, l'appel de Justin Benameton aux autorités à lire dans les colonnes du journal. Le matinal, nous sommes avec Nassiaram, démission d'Osvaldo Meki du gouvernement, un affranchissement politique annonciateur de fissures au cœur du pouvoir. La boussole, cacophonie des ambitions présidentielles au sein de la mouvance. La rupture face à l'équation du choix d'un dauphin. Patrice Talon, véritablement en difficulté. Nous passons maintenant à le Béninois libéré à l'origine de la démission de Omeki, de la décision de Omeki de démissionner, pardon. Voici ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette escalade de tension pour si peu et d'ailleurs profitable au président Talon lui-même? Question du journal à lire ce matin en manchette. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, protection des cours et tribunaux. La sécurité est un enjeu primordial, selon le journal. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou, c'est un fait qui devient préoccupant. D'après l'avis du journal qui paraît à ménoter sécurité des personnes et des biens, eh bien, dernier trimestre de l'année, la période critique, note le journal. Et puis, guerre israélo-palestinienne, vue d'Afrique. Achetez le journal, allez à la page 8 et découvrez un peu toutes les analyses proposées par le quotidien et surtout les avis aussi. Sur le sujet, nous allons maintenant feuilleter l'intérieur de Fraternité qui est assez très riche ce matin et surtout focus sécurité. Justement, il faut veiller à la protection des cours et tribunaux du Bénin. C'est un enjeu primordial selon le journal qui rapporte ici cette actualité qu'il y a un énième braquage du parquet général de Cotonou. Un fait assez préoccupant. Préoccupant parce que justement, les lieux sont gardés par, s'il vous plaît, les militaires. Alors comment est-ce que cela s'est passé? À cette fraternité, Élysée sous la plume d'Ange Pauline Touama
le dernier cas en date et surtout la fréquence observée au niveau donc de cette structure de la justice du Bénin. Et puis, parlant de sécurité, si des endroits gardés par l'armée sont aussi en insécurité autant, eh ben, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons traverser comme période pour ces 3 derniers mois? Fraternité s'en inquiète, c'est une période critique. Ici, c'est Fidenio Wedoron qui nous propose son analyse à moins de 90 jours et l'année 2023 sera conjugué au passé, c'est également une période au cours de laquelle la population s'active à mettre de petits plats dans les grands en vue de passer de bons moments de fête. Alors, et ceci, c'est sans compter avec la mauvaise foi des divorcés sociaux. Il n'est plus à démontrer que chaque fois à l'approche des fêtes, eh bien, la sécurité des personnes et des biens a été prouvée et mise à mal. Faites donc attention, prenez soin de vous. Nous allons vers une période assez critique, alerte et informe. Fraternité ce matin. Fraternité, faut-il dire, qui est très sécuritaire ce matin. Justement, parlant de sécurité, d'autres articles à découvrir concernant justement ce sujet-là dans les colonnes du journal. Mais on va s'intéresser à ce sujet enquête proposé par le journal qui paraît à Ménonté. Les mères célibataires à Abomey-Calavi, c'est un sociétal qui est dans l'air du temps. C'est curieux, comment est-ce qu'on peut choisir de devenir et de rester mère célibataire? Eh bien, le journal a fait le constat et surtout a donné la parole à un sociologue, Merlin Ezrou, qui s'est prononcé dans notre société pour être une mère respectée. Il faut être dans un foyer. Il ne me semble plus que cette norme sociale soit aussi privilégiée par les femmes, sinon les jeunes filles maintenant, puisque quand on lit un peu l'article proposé par Fraternité ce matin, on découvre qu'à chacun sa raison dans cette situation, toujours à Rosoubeta, où le journal est allé faire ses enquêtes, à quelques encablures de la maison où vivent Estelle et ses enfants. Amandine, âgée de 28 ans, s'apprête à sortir pour des raisons de course. L'horloge signale 17h20, habillée en combinaison qui laisse voir ses rondeurs. Amandine est mère célibataire, mais vit encore chez ses parents. Je ne me plains pas, confie-t-elle. Je vis à ma vie et je ne me reproche rien du tout, assure-t-elle. Au fait, Amandine, danseuse professionnelle, a divorcé après avoir été mère de 2 garçons et donc vit avec ses parents. Achetez Fraternité, lisez, informez-vous, découvrez pour quelles raisons ces mères choisissent de divorcer pour rester seules et vivre leur vie. Et puis justement, je vous parlais de sécurité à Dassa, il y a qu'un oiseau tombé se serait transformé en une dame sorcière. En tout cas, pas à Dassa, hein. Dame Rita n'est pas une sorcière, rapporte Fraternité ce matin à ce journal. Et découvrez justement ce qui s'est passé précisément, je l'ai dit, hein, dans la commune de Dassa. Zoumé, c'était ce week-end dernier, cette tradition des populations de montrer à la face du monde de vieilles personnes présentées comme de présumées sorcière, oiseau sous la forme précédente et puis forme humaine juste après. Curieuse coïncidence. Vous avez aussi à la page, comme je l'ai annoncé, 8, la guerre israélo-palestinienne vue d'Afrique avec quelques focus proposés par Fraternité. Achetez le journal, lisez, informez-vous. C'est la bonne source à Cotonou. Eh bien, nous allons passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudala. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On parlait justement de sécurité, mais surtout au niveau donc de la justice, notamment du parquet de Cotonou. Dans le bulletin de l'information que vous allez nous présenter, on aura les images du démarrage de l'année judiciaire 2023-2024 à la Cour d'appel de Cotonou et dans les juridictions sous sa coupole. L'année est placée sous le thème, faut-il le rappeler, quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions? Les détails qui nous les présente William Cliquant dans un instant. Et puis, commémoration de la journée mondiale du handicap, handicap international et humanité, inclusion et la Société béninoise de médecine physique et de la réadaptation mène des réflexions à Cotonou afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique des personnes en situation de handicap. Cette fois-ci, c'est Ingrid Deck qui nous apportera les détails qu'il faut. Voici le bulletin. Je
l'ai annoncé en premier titre, on commence par là. L'année judiciaire 2023-2024 démarre à la Cour d'appel de Cotonou et dans les juridictions sous sa coupole. La rentrée judiciaire a eu lieu hier lundi au siège de la juridiction en présence de plusieurs acteurs de divers ordres des professionnels de la justice. L'année est placée sous le thème, je l'ai dit tout à l'heure, quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions. Voici les détails avec William Click. Quelques jours seulement après le colloque national sur la modernisation de la justice béninoise, cette audience solennelle de rentrée judiciaire s'ouvre à la Cour d'appel de Cotonou. Agents, auxiliaires de l'appareil justice relevant de la compétence territoriale de la Cour, autorités politico-administratives et les plus hauts responsables de juridiction nationale y ont pris part. Quel est le leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions? La réponse à cette interrogation est le principal défi à relever au cours de l'année judiciaire amorcée. Ce n'est donc pas par un effet de mode que les notions de leadership et d'efficience atterrissent dans la maison justice. Il est indiscutable que nous enseignons mieux par ce que nous faisons que par ce que nous professons. De même, le commandant qui fait ce qu'il ordonne est sans doute le mieux obéi. Un leadership par l'exemple est donc avant tout celui dont doit s'armer tout chef de juridiction soucieux d'affermir son autorité. Le dirigeant actuel au niveau des juridictions, avec le développement, le recours de plus en plus à ces notions-là, doit être conscient qu'il doit pouvoir travailler avec ses collaborateurs et mettre en œuvre des stratégies en vue d'atteindre des résultats probants au niveau de la justice. Le bilan d'activité de la saison judiciaire écoulée dans les différentes chambres ouvre un coin de voile sur la grandeur des attentes. La Cour d'appel de Cotonou a rendu de nombreuses décisions, 1930 arrêts avec de nombreux dossiers en délibéré et d'autres frappés de pouvoir en cassation à la Cour suprême. Ce qui amène le premier responsable de la juridiction à souligner les besoins en ressources humaines, en infrastructures et autres pour changer la perception des citoyens. La justice est toujours décriée. Il y a des critiques, tantôt à cause de la lenteur des procédures, de l'insuffisance du personnel, magistrats ou greffiers, des renvois pour la cour, des renvois pour le tribunal, du coût parfois élevé de certaines prestations. Les problèmes de la justice aujourd'hui, monsieur le garde des Sceaux, ne sont plus une question de tests. Les tests, on en a suffisamment. Ce n'est plus une question de moyens. Les moyens, on a l'essentiel. Aujourd'hui, l'administration des juridictions, la simple administration des juridictions ne suffit plus pour atteindre les objectifs poursuivis, car le mal de la justice, nous pensons, il est ailleurs. Et voilà qui donne le top d'un retour au travail pour un enracinement de l'état de droit au Bénin. On passe de la justice à du social, handicap international, humanité et inclusion. Et la Société béninoise des médecines physiques, et de la réadaptation commémore une fois encore la journée mondiale du handicap. Teddy Goudala. Bien évidemment, Tanguy, c'est à la faveur d'un colloque organisé à Cotonou. Les réflexions se mènent sur la thématique économique politique des personnes en situation de handicap. Les ministères de la Santé, de la microfinance, puis l'autorité de régulation du secteur de la santé participent aux travaux. Ingrid Der nous en parle. Le handicap ne constitue pas en lui-même un problème. Ce sont les différentes barrières auxquelles sont confrontées ces personnes qui constituent le handicap, dit Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, pour trouver une réponse à ces obstacles afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique de ces personnes. Handicap Bénin et ses partenaires se donnent rendez-vous pour réfléchir à leur cause. Cette rencontre participative est l'occasion de partager nos connaissances et expériences afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux soins
de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces pistes de solutions qui seront issues de ce colloque seront comme des défis pour tous. Au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin, je tiens à témoigner mes sincères gratitudes à Handicap International qui œuvre inlassablement depuis plus de 2 décennies pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin à travers plusieurs projets. Comme à chaque année, il est nécessaire pour ces organisateurs et participants de se retrouver autour d'une table pour faire l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin. Cette année, les assises donnent lieu à des réflexions sur l'accès aux soins de réadaptation au Bénin. Le thème du présent colloque entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestation de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. Le tout dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation. On oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important, ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Pour mener à bien les travaux de l'édition 2023 de la Journée mondiale du handicap, les spécialistes de la santé ont été sollicités pour conduire les réflexions. À leur côté, pour pousser plus loin les échanges, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'autorité de régulation du secteur de la santé. Plan International Bénin organise la 6e édition de l'initiative Girl Take Power, les filles aux commandes. C'est une opération qui consiste pour un dirigeant d'une organisation à céder sa place à une jeune fille leader qui est appelée à assurer son rôle pendant une demi-journée ou 24 heures. Pour cette édition, c'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlesi, qui donne sa place à Hilary Betoy-Nomon dans le rôle de Madame le recteur de l'université. Découvrons. Les jeunes filles sont à l'honneur. Il est 8h00 ici au rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Hilary Betoy-Nomon fait son entrée. La jeune fille de 23 ans s'investit dans le rôle de recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Elle préside donc le conseil rectoral de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, bonjour mesdames, messieurs, mes collaborateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Par rapport à mon mail sur le codis ministériel du vendredi passé, j'espère que vous l'avez tous reçu. Merci beaucoup. C'est une initiative du Plan International Bénin qui vise à renforcer les capacités des jeunes filles leaders. Ceci dans le but de leur permettre la participation aux instances de prise de décision pendant une journée. Je dirais d'abord entendre dire Madame la recteur, ça me donne une telle fierté que ça me motive également à me battre également pour être à ce poste, pour que ça ne soit pas juste un rôle, mais que ça soit définitif. Je remercie d'abord Plan International Bénin de m'avoir permis de profiter de cette opportunité et je remercie le recteur de s'être engagé. L'idée est mise en œuvre grâce à un partenariat avec les organisations et les dirigeants ciblés. Professeur Félicien Avlesi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative. L'initiative est bonne. C'est bon parce que ça permet de préparer nos jeunes filles pour être des leaders de demain et diriger les structures. Girls Take Power, c'est-à-dire les filles aux commandes, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la fille. La commémoration a eu lieu le 11 octobre de chaque année. Plusieurs autres activités sont au menu de l'édition de cette année.
Au Libéria, maintenant, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote au Libéria pour le compte des élections générales, les chefs des différentes missions d'observation internationale présents dans le pays ont eu une séance de concertation. L'objectif était d'apprécier le climat politique à la veille du scrutin. Après analyse de la situation qui prévaut dans le pays, les émissaires de la communauté internationale rassurent. Le Libéria est sur le point d'organiser des élections dans de bonnes conditions. Pour partager nos expériences depuis notre arrivée ici pour observer le processus électoral dans ces pays et aussi, n'est-ce pas, d'analyser d'où le Libéria est arrivé aujourd'hui après la guerre civile, l'intervention militaire diplomatique de la CEDEAO et aujourd'hui on est en train d'organiser les 4e élections. Voilà. Vu ce qui se passe dans la sous-région avec beaucoup de coups d'État, je crois que c'est un exemple ici qu'on doit soutenir. Alors, tous les chefs des missions d'observation électorale qui étaient ici, c'était pour partager n'est-ce pas, ce qu'ils ont observé jusqu'aujourd'hui, parce que les élections, c'est demain. Voilà. Et après, ce qu'on va faire avec, n'est-ce pas, l'intervention diplomatique pour s'assurer que tous les processus aillent en paix et aussi en crédibilité. Non, les élections partout quoi, au monde, c'est plein de tensions. Ça, on voit ça. Mais compte tenu de ce qui s'est passé ici, je crois qu'on n'a pas eu trop de problèmes sécuritaires. Bien sûr, il y avait des morts, 3 personnes, et ils sont en train d'investiguer pendant les campagnes électorales entre le parti au pouvoir et aussi l'opposition dans ce pays. C'est le seul incident qu'on a marqué ici pendant notre séjour jusque-là. Et il y a des tensions parce que le président George Weah veut, n'est-ce pas, avoir son 2e mandat. L'opposition aussi veut venir au pouvoir. Alors, on pense que les élections vont être très, très serrées entre peut-être les 3 grands partis qui sont là, dirigés par Boakai, le chef de l'opposition, et aussi M. Cummins, et les autres, quoi, parmi les 20 candidats qui vont ne pas contester ces élections. Alors ça sera très serré et naturellement ça sera plein de tensions aussi parce que personne ne veut perdre quoi dans les élections. Voilà. À l'instant, le commissaire aux affaires politiques et sécuritaires de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce matin. Tanguy Agoyi. Teddy Goudalo, merci beaucoup. Vous passez une très bonne journée. Hein. Teddy Goudalo qui vous parlait d'affaires politiques. Passons chez nous aux affaires sportives. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Tanguy. On a commencé cette aventure il y a quelques moment maintenant, on la continue. On ira prendre ce mardi matin les nouvelles des internationaux béninois. Et là, on est dans le football. Oui, et Kodé-Guépard revient ce matin, Tanguy, comme vous l'avez précisé, pour faire le point de la performance des footballeurs internationaux béninois qui évoluent à l'extérieur. Pour ce tour d'horizon, nous irons en France, en Afrique du Sud, en Suisse et même en Bulgarie. Pour ce matin, voici le point que nous présente Candide Huhenta. Un week-end plus ou moins calme pour les internationaux béninois et leurs clubs respectifs. On démarre ce tour d'horizon par la Finlande. En 2e division finlandaise, Tessilimi Olatundi enchaîne avec les performances. À l'occasion de la clôture de la phase régulière ce samedi, le SIK Academia de Olatundi s'est imposé par 3-2 à IFK Helsinki. Une victoire qui permet aux Béninois et les siens de se qualifier pour les barrages afin de jouer les matchs pour la montée en 1re division. L'attaquant béninois a été auteur de l'un des 3 buts de son club. Il compte désormais
3 buts en 8 apparitions. Aux Émirats Arabes Unis, où évolue le capitaine de la sélection junior du Bénin, Ourou Tamimou, ce vendredi se disputait la 5e journée du championnat. Le Atta Club du défenseur béninois s'est incliné sur un score de 2-0. Titularisé pour la 7e fois de suite, l'ancien joueur de l'ASPAC a eu 3 à 56 minutes de jeu. Ce même vendredi s'est déroulée la 13e journée du championnat bulgare. Le Lokomotiv Sofia de la nouvelle trouvaille de Gainot-Rome, Steve Warren Traoré, s'est imposé par 1-0 au FC Beroe Stara Zagora, l'ancien club du prochain Guépard du Bénin. Titulaire au départ, Steve Warren Traoré a disputé 77 minutes dans la rencontre. Toujours en Bulgarie, le champion en titre Ludogorets et Olivier Verdon étaient occupés en Europa League Conférence. Opposé au Nordjylland de Danemark en milieu de semaine, Olivier Verdon et ses coéquipiers ont été étrayés par un score de 7-1. L'unique but du club bulgare porte la signature du défenseur béninois sur penalty. Au Portugal à présent, Pessos de Ferreira et son guépard Josué Tibozo ont retrouvé enfin la victoire après 3 défaites consécutives cette saison. C'était ce samedi, à l'occasion de la 7e journée de la 2e division portugaise. Ils se sont imposés par 2-0 à l'Anc FC Balbedons. L'attaquant béninois a eu 3 à 45 minutes. En Suisse, Mohamed Tidjani et son club Yverdon n'ont pas pu sortir la tête du lot ce week-end. Le défenseur béninois et ses coéquipiers ont courbé l'échine devant Grasshopper par un score de 3-0. Le Guépard a suivi l'intégralité de la rencontre sur le banc de touche. Dans les agones maintenant, pour poursuivre ce tour d'horizon, à l'occasion de la 2e journée de la Ligue de BKT, un geste de Cédric Ntondi a eu raison de Ami SC de Youssouf Assoba par un score de 4-1. Titularisé dans l'axe de la défense des Blancs et Noirs, Cédric Ntondi a disputé tout le match. Du côté de Amiens, Youssouf Assoba ne figurait pas sur la feuille de match. Troy de Junior Laïton a arraché le point du nul face à Valenciennes. Le milieu offensif béninois n'a disputé la moindre minute dans cette explication. Scénario presque identique entre Quevilly Rouen de Johan Roche et Pau FC de Cécile d'Almeida. Les deux formations se sont séparées en de bons amis au bout d'un score de parité de 2 buts partout. Le défenseur béninois Johan Roche a disputé l'intégralité de la rencontre. Cécile d'Almeida de son côté a disputé les 45 dernières minutes. Toujours en Ligue 2, Odès de l'international béninois Andreas Ntondi s'est offert l'USM KM pour se remettre de sa récente défaite. Les Ruténois l'ont emporté par un score de 5-3 devant leur adversaire. Andreas Ntondi était sur le banc de touche. Pour finir en France, parlons de la Ligue 1 Uber Eats où la 8e journée a été jouée ce week-end. Le stade brestois de Steve Mounier a été contraint au partage de points à domicile par le Toulouse FC après un score nul de 1 but partout. Titulaire au coup d'envoi, l'attaquant béninois a disputé son 15 minutes. Il compte désormais 3 titularisations en 8 matchs pour 1 but marqué. Tossin Aegou et les Merlus ont arraché le point du nul en déplacement sur les installations de l'Olympique lyonnais par un score nul de 3 buts partout. Titularisé dans cette rencontre, Tossin Aegon a disputé les 90 minutes du temps réglementaire plus 3 minutes de temps additionnel. Un retour sur le continent pour finir ce tour d'horizon. En 2e division sud-africaine, le JDR Star de Marcel Dandinou renoue avec la victoire. Le portier béninois et ses coéquipiers se sont imposés par 3-2 à leurs homologues de Magessi FC. Marcel Dandinou a disputé l'intégralité de la rencontre. Allez, vous l'avez constaté, une semaine pas assez prolifique pour les internationaux béninois qui évoluent à l'étranger. Nous avons fait le tour d'horizon Tanguy ce matin afin d'apporter les informations concernant la performance de nos joueurs qui évoluent donc à l'extérieur. On va rester sur le continent et parler donc des différentes compétitions de la Coupe de la Confédération africaine de football, et donc les tirages ont eu lieu en fin de semaine écoulée, et puis on connaît désormais les statuts des différents groupes pour la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. On commence donc par la Ligue des champions africaine au niveau du groupe A. Nous avons Mamelodi Sundowns qui évoluera avec Pyramids FC de l'Égypte et puis Mazembe qui revient dans la compétition bien entendu, et puis le FC Nouadhibou, groupe B, Wydad AC de Casablanca bien entendu, Simba SC, ASEC Mimosa et Galaxy
FC. Au niveau du groupe C, Espérance sportive de Tunis, Athletic Pétrolès, Al Hilal et puis l'Étoile sportive du Sahel. Puis au niveau du groupe D, on aura Al Ahly de l'Égypte, le CR Belouizdad, Young Africans et Mediama du Ghana qui représente à nouveau un club ghanéen dans la compétition après une très longue période d'absence. Au niveau de la Coupe des Confédérations, voilà donc le statut des différents groupes. Groupe A, l'USM Alger fera chemin avec Futur FC de l'Égypte, Supersport United de l'Afrique du Sud et puis Al Hilal SC donc de la Libye. Groupe B, Zamalek sera aux côtés de Zagrada, Soa et puis Abu Salem. Groupe C, Rivers United du Nigeria, Dreams United et puis Club africain de l'autre jeune international béninois et puis APC Lobito. Au niveau du groupe D, pour finir, il y a donc la Renaissance sportive de Berkane, les Diables Noirs, le Stade malien et puis Seko Kone United Tanguy. Voilà pour ce qui concerne l'ossature, la composition des différents groupes pour ces différentes compétitions continentales. Voilà, bien entendu, de la Confédération africaine de football. Demain, Tanguy, on parlera boxe, kung-fu, aviron, qu'on n'a pas pu donc aborder aujourd'hui compte tenu de problèmes techniques. Absolument. Et vous avez parlé justement de boxe. Il y a un Béninois qui a fait une merveille au Nigeria récemment. Clément Loko a battu son adversaire nigérien. C'est pas allé très longtemps. Ali Moumouni, déjà 2 rounds et le Nigérien jetait l'éponge. Ah oui, un champion d'Afrique, quadruple champion d'Afrique, Clément Loko, on en a parlé ici suffisamment, alias la Panthère, pour préciser bien sûr son acronyme. Il fait quand même un très bon chemin et ces compétitions font partie donc de ces batailles, de ces combats qu'il doit livrer afin d'améliorer son classement mondial. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. On a en tout cas donc une idée globale de l'actualité des sports sur Actu Matin avec votre rubrique Sport Matin. Si vous êtes abonné à Fraternité, allez à la page 6. Vous avez justement quelques récapitulatifs de l'actualité des sports, notamment aussi avec ce focus sur la boxe, le kickboxing, proposé par Patrick Soukebe, qui vous raconte de la compétition au cours de laquelle 2 Béninois ont décroché 2 médailles. De quoi s'agit-il à cette Fraternité, Élysée? Ali, est-ce que je vous ai souhaité de passer une bonne journée? Pas encore. Bonne journée donc. À demain, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer la transition pour recevoir notre invité ce matin. C'est le moment donc de recevoir notre invité par ici. Je rappelle qu'il s'appelle Chadas Dari, il est président de l'Union nationale du personnel de la justice. Il est là pour qu'on parle un peu de sa perception de l'organisation du colloque la dernière fois, la semaine écoulée précisément, pour redynamiser le secteur justice au Bénin et le moderniser. Monsieur Dari, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, les acteurs du monde de la justice au Bénin sont allés se voir pour échanger dans le cadre de la modernisation de la justice. Pourquoi était-il nécessaire, selon vous, d'organiser cette rencontre-là? C'est exact, monsieur le journaliste. Vous savez que nous sommes dans un monde qui évolue. C'est comme ça, du 5 au 6 octobre 2023. Oui. Il y a eu la tenue du premier colloque, bien sûr, c'était au Palais de Congrès, et jamais organisé par le ministère de la Justice. J'avais déjà annoncé l'événement dans la presse écrite, et que c'est un événement inédit. Pourquoi c'est inédit? Inédit parce que c'est après la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est le 2e grand rendez-vous que l'histoire de la justice, que le monde judiciaire a connu. L'organisation du colloque. Pourquoi c'était-il vraiment spécial, si important de penser à ce colloque selon vous? C'était important, comme je le disais dans mon mot introductif. Vous savez, quand on parle de la modernisation, c'est un cheminement. Un cheminement vers un état nouveau, vers une chose nouvelle.
Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui existent et il faut corriger. Et il faut aller de l'avant pour être performant. Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Vous savez, depuis l'avènement, il faut le rappeler, l'avènement de la rupture, la justice, surtout la carte judiciaire, s'est agrandie. C'est agrandi. Nous avons eu, nous sommes tous dans le pays, nous suivons l'actualité. Nous avons eu tout d'abord au niveau les juridictions d'instance. L'État a créé les juridictions d'instance. En dehors de ça, nous avons eu les cours spéciales. Je peux citer par exemple la Criette. Vous convenez avec moi que c'est sur la rupture que cette cour-là est venue. Donc, c'est les mêmes acteurs, c'est le même personnel. Il faut chercher à... Parce que c'est la nouvelle matière. On va vers les nouvelles matières. Donc, il faut former ces acteurs-là. Il faut former ces acteurs pour que ces gens puissent être aptes à répondre, efficaces à répondre, pour qu'on ait les résultats probants. C'est ça qui a motivé le garde des Sceaux, Yvon Tétchenou, à proposer ce colloque-là. Je tenais à le rappeler. C'est en 5 mois, il vient de passer la tête du ministère. C'est quoi? C'est pas un vieux projet qu'il est venu voir là en cours de réalisation? Non, je suis personnel du ministère. C'était pas un projet. C'est un projet monté par le garde des Sceaux. Lui-même. Et en 5 mois, il a tourné. En 5 mois, il a tourné. Félicitations, non? Oui, félicitations. Oui, parmi les recommandations, vous qui êtes à la tête d'une organisation du personnel, il y a celle-ci qui devrait vous intéresser, hein, le renforcement de la politique de recrutement des magistrats et autres acteurs majeurs de la justice au Bénin. Pourquoi cela devrait-il être une priorité aujourd'hui? Et avant même de répondre à cette question, monsieur le journaliste, il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Quels sont les problèmes? Les problèmes qu'il faut régler. Quand on parle de la politique judiciaire, quand on parle de la modernisation, ça se repose sur un certain nombre de piliers. Et c'est d'abord le capital humain, c'est le personnel. Depuis 2021, il y a des avantages. Je suis le représentant d'une union sur ce problème-là, parce qu'on l'a dit à poser au colloque, il faut le rappeler ici. Il y a les avantages qui ont été suspendus. Et jusque-là, on a posé le problème pour que ce soit réglé. Et je pense le garde des Sceaux est sur ce chantier-là avec son collègue du ministère des Finances. Et aujourd'hui, le personnel, le règlement de ce problème, il faut que déjà en décembre, que ça soit une réalité. Parce que ça a trop duré, ça a traîné. Et c'est les services que nous continuons de produire. Vous voyez, ça veut dire que la justice ne s'est jamais arrêtée. Donc, il faut d'abord régler ce problème-là. En dehors de ça, nous avons la question de la sécurité juridique et judiciaire. C'est très important sur ces questions-là. Il faut les actualiser pour mettre vraiment en route le secteur judiciaire. Ouais. C'est tout cela mis ensemble qui a convoqué ce colloque-là. Voilà. Alors aujourd'hui, le colloque met un accent sur, je dois dire, le personnel. Ça devait être à toute votre joie. Exactement. Parce qu'on a vu le parterre de personnalités à ce colloque-là qui ont entendu. Et je pense qu'ils vont accompagner le personnel de la justice, tous les acteurs de la justice dans ce sens-là, pour qu'on ait en dehors des indemnités suspendues ou supprimées ou tout ce que vous dites, qu'est-ce qui aujourd'hui est prioritaire pour le personnel que vous représentez? D'abord, comme je le disais, par rapport aux infrastructures de la maison même, ces infrastructures sont inexistantes. Si vous parcourez tout Cotonou, vous allez trouver partout, quelque part, c'est écrit ministère de la Justice. Or, c'est une direction qui est coincée quelque part. Ça ne permet pas d'harmoniser ce que nous faisons comme activité. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne, très important pour le personnel de la justice, il faut que les infrastructures, que le ministère, quand même, monsieur le journaliste, nous incarnons le troisième pouvoir. Et ce pouvoir-là,
ce pouvoir-là ne peut pas être par terre, qu'on trouve un peu partout le ministère de la Justice. Donc on doit avoir un bloc administratif qui doit... Peut-être que c'est une démultiplication pour bien encadrer le territoire et être omniprésent. Non, nous sommes déjà, malheureusement, monsieur le journaliste, nous sommes déjà présents partout par rapport à nos juridictions. Si vous voyez aujourd'hui, dans chaque département, nous avons les représentations à travers les juridictions d'instance. Donc, en ce qui concerne le ministère même, les directions, c'est un volet très important. On n'a pas besoin qu'on soit un peu partout dans les rues de Cotonou. Ça là, on doit avoir... À part l'infrastructure. Des infrastructures. À part ça. Bon, à part ça, il y a parlé de recrutement. Parce que jusque-là, depuis l'avènement de la rupture, on a eu 3 recrutements relativement aux magistrats, mais il reste au niveau des greffiers, au niveau du personnel administratif et commun. Et c'est heureux, je tenais à l'annoncer, et c'est ça, c'est toujours à l'actif du garde des Sceaux, ils vont chez nous. Et tout récemment, on a... Il y a un concours qui est lancé. Un concours qui est en cours, ce n'est pas encore lancé, les travaux sont actuellement au niveau de la fonction publique. Vous savez que c'est la fonction publique qui est en charge de recrutement du personnel administratif de l'administration au Bénin. Donc, on a obtenu le recrutement de 167 agents désormais. Ça va se faire quand? Probablement, en tout cas, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Alors, j'ai lu aussi dans les résolutions qu'il faut continuer à construire des prisons. Ça m'a arraché un petit sourire. En quoi est-ce que cela est-il pertinent quand le souhait de toute nation, enfin, en tant que tel retenu, en tant que tel à travers le monde, c'est quand même de voir aucun de ses fils en prison aujourd'hui. Nous, on souhaite en construire davantage. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça? Vous savez, la justice, c'est un grand couvent. C'est un grand couvent. C'est bien, je suis le représentant, je suis le président d'une union, mais il y a certaines questions qui soulèvent les polémiques. Comme vous l'avez dit, personne dans un pays de développement, de modernisation, je pense qu'on devait quand même peut-être réfléchir à dire qu'est-ce qu'on en fait par rapport à ce volet-là. Je ne dis pas supprimer, encadrer, ne pas dire il faut chercher à élargir. Vous voyez? Donc, c'est une question un peu... un peu difficile à toucher. Complexe. Alors, je vous ai entendu dire, le ministre, il a fait, le garde des Sceaux, il a fait, le personnel a besoin, d'accord. Mais qu'est-ce que le personnel fait maintenant pour accompagner ce mouvement de modernisation, de redynamisation de la maison de justice? Nous sommes prêts à l'accompagner. En quoi faisant? Parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Nous sommes d'abord tous cadres de la maison. Lui, il est là en tant que un leader. En haut, c'est à nous de dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous faisons. Et comme je vous le disais, la justice, c'est un grand couvent. C'est de dire désormais, en ce qui concerne, il faut actualiser par exemple des procédures, dématérialiser la justice en assurant, parce que c'est ça, il faut aussi travailler à l'endroit des justiciables. C'est très important. En protégeant, par exemple, les données à caractère personnel, nous avons un autre volet important et c'est ça qui intéresse pratiquement la population béninoise. C'est lequel? Quand vous prenez aujourd'hui les procédures des formalités en matière foncière, ça pose un problème. C'est à nous, la justice, de déclencher ce processus-là pour dire désormais là, voilà comment ça va se passer en ce qui concerne, et c'est pour ça, je remercie. Je crois qu'il y a une cour spéciale qui... Voilà, c'est ça, je voulais remercier, qui travaille pour ça, je voulais remercier fortement le gouvernement du Patrice Talon pour la création de ce cours-là. Vous voyez déjà, c'est un pan très important, et tout ça là, c'est l'initiative du personnel de la justice pour pouvoir bien servir et servir des citoyens. Un mot rapidement, M. Chadas Dari, pour finir.
Ça allait très vite. Oui, hein. ça va très vite. Vous venez de boucler les 10 minutes pour réserver à l'invité. En tout cas, je voulais dire ici publiquement à l'endroit du personnel de la justice que nous avons des beaux jours à la justice et que nous allons tout faire pour accompagner celui qui est là actuellement. Nous avons pratiquement 3 mois à passer ensemble. En 3 mois, on peut rattraper beaucoup de choses. On peut rattraper beaucoup de choses. C'est ça. Parce que le plus important, nous, on a remarqué qu'aujourd'hui, le ministre est très écouté par le président de la République. Donc, c'est une occasion pour nous de lui montrer aussi qu'on est là. En quoi faisant? En travaillant comme ça se doit. En lui proposant des choses nouvelles. Vous savez, je ne veux pas finir. La justice était déjà sur un système analogique. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers un système numérique. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez avoir les actes que vous voulez. Je prends par exemple le casier judiciaire. Lorsque vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de se déplacer. De bouger. Donc, on doit faire plus. On doit faire plus pour montrer aux justiciables qu'on est là pour, de façon générale, la sécurité, la protection. La justice, sa mission première, c'est la protection des données à caractère personnel et des hommes. Et des hommes aussi. Voilà. Et que désormais, que la justice ne fasse pas peur aux gens. Ah oui, ça, il faut y travailler sérieusement. Oui, hein, s'ils ont des problèmes, ils doivent venir à la justice, exposer leurs problèmes. Il faut vraiment y travailler. La justice a besoin d'un autre modèle de communication afin de changer sa perception dans, je dois dire, la tête des citoyens qui, ma foi, interprètent autrement le séjour là-bas et surtout le commerce avec vous là-bas. Monsieur Chadas Dari, merci beaucoup. Merci. D'être passé sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale du personnel de la justice. Vous parliez tantôt sur mon plateau du colloque récemment organisé, précisément la semaine écoulée, au sujet donc de la modernisation de la justice. Vous passez une bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat@uadc.yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Chaque jour,
nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. De retour sur ce plateau pour passer maintenant après la pause à une autre rubrique sur cette émission Actu Matin. Je vous propose d'aller à la découverte d'un métier ce matin. La rubrique s'appelle Immersion, assumée par Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Et ce matin, il nous amène le couple dès mardi, nous amène donc à l'université d'Abomey-Calavi pour découvrir un jeune homme dont l'activité est le lavage auto-moto au cœur même du campus d'Abomey-Calavi. Il s'appelle François-Xavier Dossa. Comment est-ce que cela se passe avec lui? Élément de réponse dans cette réalisation. Ce mardi, nous sommes avec monsieur François-Xavier Dossa, qui est spécialisé dans le lavage des automotos. Avec lui, on va découvrir comment le métier de lavage se fait. Monsieur François-Xavier Dossa nous propose de laver un véhicule. On va aller vers l'atelier pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, on est dans l'atelier de François-Xavier Dossa, qui lave aussi bien les véhicules que les motos. Mais il nous a proposé de laver un véhicule. Le travail va commencer. Et bien voilà le véhicule qui va être lavé par François-Xavier Dossa. Dites-nous, quel est le processus pour faire le lavage d'un véhicule? On a tapé les conditions, on a aspiré pour, on a aspiré pour, on a dit tout Claudie, et mis nos blocs dans la clé. Des nombreux bons liés. Et dans le main, les nombreux bons là. Au main, et dans le film. C'est ça qui est dedans. On voulait commencer. Maintenant, il va passer au lavage proprement dit. Oui. D'accord. On commence par là. On lave dans les portières. Vous voyez, il n'y a pas l'eau, c'est ça.
Donc c'est quand vous finissez que vous nettoyez tout. Voilà. On fait l'autre côté ici. Comme ça, on s'appelle lavage à sec. C'est un lavage à sec? À sec. Et encore à faire de l'eau. Et maintenant, nous touchons le feu. Là, vous utilisez de l'eau de pompe, c'est ça? Ou bien où est-ce que vous trouvez l'eau pour faire le travail? L'eau, j'ai fait forage. François Xavier Dossa, on vous a vu travailler, laver un véhicule, une voiture. Dites-nous, d'où est née cette passion pour le métier? Faites à Zoé un moyen, faites Bessie. Mbe à Zoé le Dion, et ça, oui. C'est 2009. ONG, à Zoé le Wadi. Et ça, caméraman, non, mais. D'un cas, faut que tu prennes un bio. Mon aide. Et mon football, et n'a mis congé. Et ouais, moi, j'ai, mais le signe, tu as beaucoup dit. Tu as beaucoup de caca. Moi, maman, maman, et j'ai aidé midi, péri, maman a aidé. On doit y faire. On doit y faire. On doit y aider. Et il y a un bien. Quel est le bien que le fait? Mon tolebi. Et bien, lavage général, mais non bleu. Lavage à sec, mais non bleu. Il y a un moto qui dit bois de Nawagon. Et besoin de lavage général là. Mais le produit là, comme nous avons, pour toute technique, nous avons pour nous et nos mains propres, nos clients là. Bon, nous avons savon liquide, pour nous ombogo. On a des minozana, on a des oiseaux, mettons, mais non, clients là, et on a nous à des mains, on met des minons, minons bleu de ou mi paye. Et des soirs, et nous sommes satisfaits. Nous mêlons et wow, et nous monde à Zotio aimé. On finit, on va former. Mais là, nous allons continuer. Mais si on a rien, on dit bon, nous problème. On finit, on va y aimer. Et nous allons ramener. Mais nous allons. On va créer des nombreux bons, même bi, et on va tout. Les soirs, nous allons. Mais si on y d'ailleurs tomber blé. Des fois, ils ont grandi. Des fois, ils ont grandi. Ils sont totalement, ils ont bilé, mais ils ont mon miton. Ils ont j'ai un débat, ils sont souhaitent d'eau, moyena. Des noms et nos pémis. Et matin, mon pouvoir, des mondes de cacao niveau là, et il y en a nous. Ouvert des demeures et d'ailleurs des bois. Nous, à un sounumbo, avant banana. C'est ouvert à ce moment-là. Parce que mes deux hommes n'ont plus. Nous me con à l'autre dire. Parce que l'on a des cacables à l'autre Chili. Mais éveillé. Comme ma sodo est tia. Bon, nous n'avons pas de et nous avons un peu. Sinon, mes legs qui n'ont pas fait, ben on a nous 1 mois, 2 mois et nous allons aller tout le monde dit parce que éveillé. Comme mérite nous mais que Emile Kwebawe à 5 de bois. Parce que nous avons ouvert nous assez tout nous comme ils ont des natifs nous et nous sommes et vers au père mais et en bien et pour nous pour bonjando fait azo nous mindéo nous a be panali nous be panali alors nous blé nous mission nous peu nous a oazo mais et le mot et nous vers nous azo ato pede ni le fio ni sumbe panali kaka et derrière et de tout côté nation l'ennemi bon ouais yo ni sont à rugby moi soyez ni on kaka fait de mi amondo alors et so jiro kanjia mais comme les azoriebo ni wana o ezumbo nkode me on y invite les nous aider au bon et blé au mon doit le goder non aider indo client de votre jeme bon mon et nous va aider
nous mon aide gona dans le bloc de Ouganda. On aide des mamans on va pour le niveau fi. On a besoin d'appareil de l'aile au fil de combinaison. On a le Picasso disant et on va appareil les mal au fil. On le président nous il a déjà mon cœur il a blonde de collègue nous il a mon aide rien il a le bleu. Client il est des sous trop mais qui n'y en a sorti bon bleu. Nde ude so ya ede su moro me ke melo nde wede yo epenu ku unu ndo alogo de yo na editon nyemo alogo nyena ibie parce que ntu azochi nous client de lobiba mi we yo era ndo mi jawe campus agbome karavi ti o mina bi okuyogbe mi bi okuyogbe yo Carrefour nous comptons des minamont lo à droite miton mina à côté BOA mi veille à côté BOA pour quand lavage esthétique bio le centre melo côté de Kolofi fi de bomindeo mina yo numéro 10. Chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de monsieur François-Xavier Dossa qui est spécialisé dans le lavage des motos et autos. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Allez, on va faire un peu de pub à Ouliat Sanoussi. Si vous avez vos motos et vos voitures, vous avez désormais une consultante à Canal 3 Bénin qui pourra vous aider à nettoyer votre engin de mobilité. Peut-être même vos pieds, pourquoi pas. Puisqu'elle s'occupe aussi de pédicure et manicure parfois par ici dans sa rubrique. Allez, on va passer maintenant à nos discussions ce matin. J'ai déjà les acteurs installés. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on a deux sujets à évoquer, la gestion du personnel de l'État, notamment dans le secteur de l'éducation, avec cette décision de faire retourner à la CREI les élus communaux en position donc dans les mairies et autres municipalités du Bénin. Il y a une décision au niveau donc de l'Atakura qui retourne les premiers adjoints au maire et les deuxièmes adjoints au maire et autres acteurs politiques en position là-bas dans les mairies. À la CREI, ils sont originellement enseignants. Ça fait grincer des dents quelque peu, mais la décision est prise et malgré les acteurs s'y plient. On va parler aussi des questions orales qui peuvent là-bas sur la table des députés, une bonne demi-dizaine hier pour le gouvernement qui est attendu là-bas pour répondre sur 5 ou 6 sujets. Là-bas dont justement la situation des armées, on va profiter pour en dire 2 mots. On commence par le premier. Ils ne sont pas contents de retourner à la CREI, William. Et pourtant, c'est leur vocation première. Et pourtant, c'est le tout premier appel qui est le leur. Et moi, je trouve ça un tout petit peu paradoxal. Vous savez, je vais commencer par une illustration qui est au supérieur. Au supérieur, par exemple, la Constitution empêche très clairement qu'il y ait un cumul de certaines fonctions dans la République, comme agent de l'État à un certain niveau et fonction politique. Mais pourtant, on a trouvé cette petite dérogation, on a trouvé ce petit moyen de voir que dans certaines disciplines et surtout à un certain niveau d'études dans nos universités, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés, il n'y a pas assez de personnes ressources. Et donc, pour l'expertise, l'encadrement des thèses, l'encadrement ou les curricula de formation à donner aux étudiants en soif de connaissances, il faut pouvoir accepter qu'un ministre retourne en amphithéâtre, il faut pouvoir accepter qu'un député revienne à la fac de droit enseigner le droit de la fonction publique, encore qu'il s'y plaît souvent très bien parce qu'il est dans la théorie des finances publiques, mais également dans la pratique au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, trouver ce juste milieu entre une fonction politique et une fonction administrative, une fonction de l'État en tant que travail,
pour moi, c'est extrêmement important. Mais parce qu'on est chef d'un arrondissement, parce qu'on est premier adjoint au maire, parce qu'on est maire d'une commune, on ne trouve plus du tout du temps pour retourner en salle de classe. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment utile et profitable à la nation. Parce que, vous savez, l'enseignant, quand il est professeur certifié, il a 18 heures de cours et moins de ça, il est à 20 heures de cours par semaine. Même si dans la pratique, ils sont à 26, 28 heures de cours. Si, parce que quelqu'un est parti à une fonction politique, ces 18 heures de cours doivent revenir à quelqu'un d'autre. Et nous parlons, par exemple, la décision a été implémentée en premier dans la TACORA, peut-être, ou dans l'un des premiers départements dans la TACORA. Imaginez dans la TACORA, naturellement, si vous questionnez, ce serait une de ces régions de notre pays où il y a le moins d'enseignants disponibles. Moi, j'ai vu sur la liste des 5 un enseignant de mathématiques. Vous savez, dans ces régions-là, trouver un enseignant de mathématiques, c'est extrêmement difficile. J'ai vu des enseignants d'anglais. Ce sont des disciplines dans lesquelles, d'abord, la demande dans les pôles urbains et périurbains est déjà très forte. Et si dans ces milieux, les quelques rares qui sont là, parce qu'ils ont accédé à une fonction politique, ne peuvent pas retourner en classe, je ne leur demande pas, parce que, vous savez, en politique, une fonction est fonction quand on entretient sa succession, on entretient comment on s'arrange pour y revenir et comment on s'arrange pour bénéficier de ses privilèges. Et donc, moi, je pense très sincèrement que si on ne peut pas trouver au moins un peu de temps pour retourner en classe, ce n'est pas bien, même si on sait qu'il pourrait aller encore faire de la politique en classe. Tanguy, vous avez certainement noté que le 5 octobre dernier, à l'occasion de la célébration de la journée des enseignants, le thème était de trouver une solution aux pénuries d'enseignants. Et vous et moi savons combien le problème se pose véritablement dans nos collèges, dans nos unités de formation, dans nos localités. Quand bien même une classe est remplie d'élèves et qu'en face on n'a pas un enseignant, je ne parle même pas encore d'enseignants qualifiés, eh bien, pas, bien entendu, transmettre la connaissance à nos jeunes frères. Et donc, le problème se pose et là-dessus, il faut trouver une solution. Si cette décision est la solution, apprécions-la et voyons en même temps si elle est vraiment opportune. Parce que quand un premier agent met à décrocher, je ne sais depuis combien d'années, et qu'on retourne en classe parce qu'on veut régler, c'est un problème qui existe. Je me demande dans quelles conditions, dans quelle psychologie il pourra véritablement s'occuper de ses élèves. Tantôt là, tantôt en réunion à la mairie, encore que quand on va rentrer dans une période électorale, je me pose vraiment la question. C'est vrai, j'avoue que c'est un problème qui existe, il faut vraiment trouver des solutions, trouver des enseignants vraiment pour être dans les classes, enseigner vraiment aux enfants. Mais quand on fait recours à des acteurs politiques, un premier adjoint au maire, un deuxième adjoint au maire, un chef quartier, et tout ça, un conseiller communal qui, déjà, nous savons, déjà un agenda bien rempli dans leur activité politique et qu'on demande aujourd'hui. Le tout ne suffit pas de prendre des décisions. J'ai vu également au niveau, comme l'a évoqué William, la direction départementale de la TACORA, c'est signé avec un tableau, on a cité des noms, on a orienté des collèges, mais le tout ne s'arrête pas là. Je veux bien que le directeur puisse descendre aussi, aller faire le suivi, de s'assurer si à l'heure précise de 7h à 10h, le premier adjoint au maire qui va maintenant retrouver le chemin des classes est bien présent et non à la mairie de sa commune. Je pense qu'il faut vraiment faire un suivi et s'assurer que une fois dans les classes, que ces messieurs puissent vraiment donner le nécessaire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs dans les collèges. Écoutez, moi je pense que des gens le faisaient déjà avant la prise de cette décision. J'en connais par exemple à Parakou, M. Ibrahim Chabi Maman, ancien premier adjoint au maire, actuellement chef du 3e arrondissement, vous pouvez aller vérifier, qui s'est jamais éloigné de ses élèves, qui va toujours en classe pour dispenser les cours. Vous voyez, la mandature qui est en cours, je crois, c'est 6 ans. Que les élus communaux qui ont été formés avec l'argent de l'État, qui ont des compétences, et parfois c'est des professeurs certifiés, des conseillers pédagogiques, des enseignants, des animateurs. Dans des disciplines où c'est difficile d'en trouver, comme les maths, par exemple. Les maths, les sciences physiques, les SVT, qui vont rester au bureau pendant 6 ans, pendant que sur le terrain, il y a un manque d'enseignants. Moi, je pense que c'est une décision géniale. Maintenant, à côté de ça, la mise en application, et c'est ce que Eric tentait de dire, personne n'a dit que lorsque vous envoyez les agents au maire dans les écoles, il faut les bourrer d'heures. Non, on n'a pas dit ça. Il y a l'esprit de la loi, il y a l'esprit de la décision, il y a la décision elle-même. Lorsque un agent au maire se présente à vous en tant que
chef d'établissement, vous devez ménager son emploi de temps de sorte à ce qu'il réponde également à ses obligations au niveau de la commune. Cela voudra dire que si par exemple un enseignant qui n'est pas élu communal, il a 18 heures de cours, vous ne pouvez pas mettre sur le dos de celui qui est élu communal 18 heures. Trouvez-lui peut-être 6 heures, 7 heures ou 10 heures, le temps pour lui de pouvoir, parce que là-bas aussi, c'est des parapheurs qui les attendent, c'est des réunions à n'en point fini, c'est des sessions communales ou municipales qu'ils tiennent également, c'est également des voyages qu'ils doivent effectuer. Et vous devez, à certains niveaux également, prévoir des doublons lorsque cet élu communal n'est pas en poste, lorsqu'il n'est pas en mesure de venir dispenser son cours, qu'il puisse être remplacé et surtout éviter de leur donner des classes d'examen. C'est surtout cela. Donc moi je pense que si on peut voir la manière de mettre en application la décision, ben, ça va régler un grand problème. Il y en a dans certains conseils communaux, vous voyez, le premier adjoint peut-être qu'il est enseignant, le deuxième il est enseignant, le troisième il est enseignant et ils laissent tous la craie, ils viennent rester au bureau pour faire... Maintenant, il faut interroger les tests. Que disent les tests lorsque vous êtes... Je crois que si les tests ne permettaient pas au directeur départemental de retourner ses agents partis sur les fronts politiques, les retourner à la craie, je crois qu'il ne prendrait pas ce risque-là. On s'est motivé par une loi à la décision. Oui, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être craindre aussi un bachotage du niveau des apprenants? Parce que, comme on l'a dit, c'est quand même des autorités politiques qui n'ont pas forcément l'agenda aussi facile. Eric? C'est évident et on ne peut pas me convaincre du contraire. La vie est un choix. Si dans la carrière d'un homme, à un moment donné, il sent le besoin d'aller à la politique, mais le pour régler le problème, il va à la politique. La politique, c'est pas une profession. La politique, c'est pas une profession. On va le laisser finir. Est-ce qu'il démissionne? Parce que si à un moment donné, la tentation d'aller en politique, n'est-ce pas, n'a pas suffi pour que la vocation qui est d'enseigner ne reste pas dans les classes et s'occuper des enseignants, on ne va pas condamner quelqu'un, des apprenants, on ne va pas condamner quelqu'un pour ça. Voyez-vous, je suis d'accord qu'il y a ce problème, ils sont qualifiés, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont certifiés, mais quand bien même, on va organiser ça. Les heures, les occupations en politique, ça ne prévient pas. Vous êtes là ici, votre portable sonne, on vous alerte d'une situation. Enseigner, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Vous voyez un premier adjoint au maire, il se réveille un matin, il n'a pas préparé son agenda, il a prévu aller en classe, mais déjà dans le lit, il commence déjà à pas prendre des appels par rapport à telle ou telle situation. Dans quel état d'esprit il va se retrouver en classe? Encore que si c'est une classe d'examen. Moi, je pense que ne mélangeons pas les choses. C'est vrai qu'il y a un besoin, mais regardons la qualité de l'enseignement qu'on veut donner aux enfants. Surtout que je peux comprendre ça au niveau supérieur, parce que quand on a fini d'avoir le bac, on a des notions de base. On peut comprendre qu'un ministre qui est au gouvernement, un député au Parlement puisse entretenir des étudiants sur telle notion en faculté ou pas, parce que les étudiants ont déjà un niveau de compréhension, de pouvoir discerner certains sujets. Mais nous sommes encore au collège, on est en train de former des esprits. À ce niveau, je pense qu'il faut vraiment rester concentré, trouver des enseignants qui ont le temps, la disponibilité de s'offrir aux étudiants. Je posais la question, faut-il leur demander de choisir, William? Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver au niveau des deux extrêmes ou des deux options. Vous savez, il y a un premier pan, celui que soulèvent Franck et Eric, c'est que l'enseignant n'aura pas le cœur à l'ouvrage, parce que même si on lui donne 10 heures, il n'est pas sûr d'être là tous les lundis à 10 heures, de 10 heures à 13 heures par exemple, s'il a une classe qui a cet horaire, qui a cet emploi du temps. Il ne peut pas être convaincu à 100% d'être dans la régularité sur 3 mois. Enseigner, c'est pas qu'en classe, c'est hors des classes. Les travaux de correction, les copies d'interrogation, les travaux de correction de copies, préparation des fiches. Il y a également parfois des sessions de correction des devoirs, des examens blancs. Il y a tout un tas de choses qui incombent à l'enseignant. La fonction enseignante n'est pas que pendant qu'on est debout en classe. Est-ce qu'un politique peut se prêter à ce jeu? Je pense que ce serait extrêmement difficile, surtout qu'ils ne sont pas de simples conseillers et qu'ils sont à certains postes de responsabilité, ils sont chefs d'arrondissement ou premier adjoint ou deuxième adjoint ou maire d'une commune. Mais l'autre côté de la chose, c'est que les autres conseillers vaquent à d'autres occupations.
Donc, les sortir totalement serait un peu léser leurs droits d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, je connais des conseillers, je ne sais pas, ou à Gmaïzou, ou dans une commune du Koufo, là-bas, qui sont ici en poste à Cotonou, qui ont des emplois publics, rémunérés par l'argent public. Parce que quelque part, ces élus locaux ne sont pas au même salaire politique que d'autres fonctions comme des parlementaires ou des membres de gouvernement. Donc, parfois, il y a que ils choisissent non pas la rémunération politique, mais la rémunération de leur emploi de base. Ce qui les oblige d'ailleurs à être présent en poste. Et de deux, parfois, l'environnement politique est tel que l'élu communal n'a pas autant d'ancrage qu'un élu au Parlement. Quoi qu'on peut être élu au Parlement et ne pas pouvoir renouveler son mandat. Donc l'élu communal a une chaise beaucoup plus flexible, ce qui fait qu'il craint ce qu'il est hors du mandat électif, ce qui fait qu'il n'a pas envie de se départir totalement de son mandat électif. Je pense que c'est la facilité qu'il y a au niveau du supérieur. Cette facilité peut être au niveau du secondaire, mais de façon encadrée, ce serait bien. Parce que vous allez constater que je crains qu'il y ait beaucoup d'enseignants du primaire là-dedans. Eux, ils savent parce que ils savent par exemple que de lundi à vendredi, aux heures connues par tout le monde, leur agenda est fixe. Ils doivent être présents en classe, ils doivent être aux côtés des apprenants. Et quand c'est comme ça, ils savent par exemple qu'ils ne peuvent pas s'aventurer en politique. Donc la marge de manœuvre que ceux du secondaire ont vu et ont voulu en profiter, qu'ils puissent vraiment se défendre par rapport et qu'on trouve vraiment le juste milieu, parce qu'on risque d'avoir des enseignants. Oui, ce n'est pas une injustice, pardon, que de voir par exemple que les enseignants de primaire ne peuvent pas se permettre ça, et de permettre quand même aux enseignants de secondaire, parce que eux ils ont des emplois étant un peu flexibles, 10h à midi, ou on peut être libre le matin et aller au cours le soir. Ça leur permet d'aller vaquer à d'autres occupations politiques, ce qui n'est pas le cas des enseignants du primaire. Est-ce qu'il ne faut pas classer tout le monde dans la même catégorie? Vous n'allez pas en tant qu'enseignant en politique, c'est pas mieux ça? Non, on ne peut pas dénier le droit, on ne peut pas leur refuser. Ou alors vous allez en politique et vous laissez tomber la craie définitivement. Un peu comme les agents communaux à qui on impose de démissionner dans les communes quand ils ont des ambitions politiques. Non, si on le disait ainsi, on pourrait dans des zones données vider les écoles. Vous allez dans certaines localités un peu reculées, il n'y a que les enseignants qu'on considère comme des gens un peu illuminés, des gens qui ont une certaine manière de voir les choses, qui vont en politique en masse. Si vous faites ça, vous allez vider certains établissements. Alors, lorsqu'on me dit que il faut rester dans un état d'esprit pour enseigner, mais vous savez qu'il y a des agents de santé qui font la politique également, et qui, lorsqu'ils finissent leur réunion, ils vont dans les salles d'opération, ils vont pour anesthésier des gens qui iront au bloc opératoire. En santé aussi, il faut avoir un certain état d'esprit pour donner des soins. Donc moi je pense que on peut très bien le faire, et c'est dans la manière de le faire. Lorsque vous invitez quelqu'un qui a une double fonction, qui est enseignant ou qui est agent de santé, qui doit également faire la politique, vous ménagez de l'emploi du temps de sorte à lui permettre il se réveille le matin. On les fait voir alors. C'est eux qui décident alors de quand est-ce qu'ils viennent faire le boulot. Non, on veut régler un problème. Et lorsqu'on veut régler un problème, il faut essayer de trouver le juste milieu. On ne les fait pas voir, mais on essaie de les comprendre également, parce que de l'autre côté, ils sont au service de la République. Donc vous leur demandez de jouer deux rôles. Moi, je pense qu'on peut bien le faire. Ce n'est pas une façon de les empêcher d'assurer leurs fonctions politiques, mais il faut également mettre leur expertise à contribution pour régler un problème précis. Quand dans un État, c'est tout le monde qui met la main à la pâte, si vous avez la possibilité d'aider l'État à régler le problème de pénurie d'enseignants, alors que le matin, il se lève. Il y a des jours où, quand vous êtes élu communal, vous ne mettez pas pied au bureau. C'est peut-être on vous retrouve quelque part pour signer un ou deux papiers, et ces jours-là, ils font quoi alors? Non, c'est sincère. Mais il y a des jours également où ils sont hyper chargés, où c'est des réunions, c'est des conflits qu'il faut gérer, et ainsi de suite. Mais ça ne vient pas tous les jours. On peut bien le faire. Ils entretiennent leur carrière politique aussi. Parce qu'en poste, il y a les réunions politiques. Et en période électorale, vous imaginez par exemple... Leur carrière politique, sauf que la politique, c'est pas une profession. Vous pouvez partir
partir n'importe quand. Les populations est-ce qu'il ne faut peuvent pas craindre la politisation justement de l'administration scolaire qu'on est en train de travailler à assainir de ces velléités politiques-là? Alors, le monsieur, il est tout le temps dans la politique, il est ancré dedans. Pour peu qu'on le positionne à 10h plutôt qu'à 11h comme il le souhaiterait, il verra une même politique derrière. Et puis, pour les quelques rares fois où il fera plaisir à ce collège d'être présent, je veux croire qu'il ne va pas consacrer le temps de... Je ne sais pas si vous avez eu des enseignants syndicalistes de haut niveau, bien placés, tout à fait. En période de crise ou dans les débats politiques, ils changent ces heures de cours en campagne électorale, en débat pour vous parler de Boni Yahi pendant 2 heures de temps. Vous n'entendez que ça. À ce moment, comment on peut régler ça? Absolument. À ce moment, comment on peut régler ça? Je pense que dans l'un ou l'autre des cas, trouvons vraiment le moyen qui avantage les élèves. Si dans cette option, on se rend compte que finalement, in fine, la classe devient en même temps un terrain politique, où on a en face des élèves en âge de voter, on a des élèves en face en âge de voter, et qu'on commence par prêcher la bonne nouvelle de son parti politique. Vous voyez-vous les déviances de cette action? Et je pense que si cela se généralise, un matin on va se réveiller, nous aurons tous nos enseignants qui iront en politique et on va dire quoi? Puisque là-bas, la vie est belle. Les parents pourraient en profiter aussi. Passer faire des heures de cours, des tribunes de compréhension des problèmes. Ils vont lister des problèmes de la cité à leurs apprenants, à leurs enfants. Mais quand l'enseignant sera là, posez-lui les questions, demandez-lui pourquoi, parce que je n'ai pas réussi à le voir au bureau. Absolument. Moi, je pense que vous, avec la réforme dans les communes aujourd'hui, ces fonctions-là ne sont plus aussi cotées comme par le passé. Et pourquoi ils sont partis? Non, mais ici, ça a commencé, c'est au cours d'un mandat que la réforme est intervenue. Il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui, même les primes de... Ne faites pas confiance aux acteurs politiques. Pas aux acteurs surtout politiques. Quand ils se plaignent. Renseignez-vous. Ne les écoutez surtout pas quand ils se plaignent. Renseignez-vous. D'accord, Franck? Renseignez-vous. Parce avant, vous savez, même pour le vote du budget de la commune, il y a beaucoup de tractations qui ont cours. Aujourd'hui... vous votez le budget, c'est dans des cas rares que les gens boycottent le vote du budget. Et celui qui est ordonnateur même du budget, vous n'avez pas la possibilité d'aller faire pression sur lui. Une raison de plus pour eux de démissionner de leur poste politique et de se consacrer. Si tant est que là-bas c'est chaud, que ça ne bâche plus. Ils reviennent dans les classes. Encore que la réforme les a soulagés, leur a donné un peu plus de temps, ils ne sont plus administratifs maintenant, ils sont que politiques. Le seul rendez-vous qu'ils ont, c'est de venir discuter, je dois dire, des questions... Le conseil de supervision de quelques heures. C'est tout, de quelques heures. Ça passe plus. Moi, je crois accent sur quelque chose que vous refusez de voir. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? En mandat électif, on est à la fois au poste électif, mais à un poste politique. On travaille à asseoir son ancrage politique. Le premier adjoint rêve d'être maire, rêve d'être député, rêve d'aller plus loin. Et on travaille toutes les fois qu'on a l'occasion d'avoir le tout dernier poste dans la République en matière politique. On travaille pour sa succession. Vous pensez qu'ils n'ont peut-être plus de classeurs, de parapheurs aujourd'hui à signer autant que par le passé. Mais demandez-leur, ils vous diront qu'ils préparent déjà 2026. Ils sont tout le temps en week-end dans les réunions politiques. Ils sont pour la plupart dans les coordinations communales de leur parti politique. Il faut que ce soit les apprenants qui en payent le prix. C'est pour cela que nous faisons le débat. Le débat, c'est finalement, est-ce qu'il ne faut pas les désengager de l'école et trouver le moyen de recruter, c'est-à-dire... Non. Je crois que dans ce débat, il faut prendre une position claire. On ne peut pas les désengager de l'école parce qu'on a besoin d'eux à l'école. Mais si on peut le faire. Oui, ceux qui doivent les remplacer en politique demain ont besoin aujourd'hui d'instruction. On peut le faire. On dit tout de même qu'il faut les désengager de l'école et les reverser seulement pour les fonctions politiques. Moi, je pense que ça n'irait pas. On peut le faire. Aujourd'hui, l'école est en crise parce que le personnel enseignant est insuffisant. Quand on a pris les AME, vous avez trouvé, c'est vous qui trouvez les qualificatifs pour dire que c'est une façon de je ne sais pas quoi, vous employez souvent ça avilit la fonction. C'est avilissant et ainsi de suite. Maintenant qu'on trouve le moyen d'amener les professionnels, ceux qui ont été formés dans les écoles de formation des enseignants, pour essayer de sauver la situation, vous trouvez encore qu'il faut. Dans la réalité, ça ne se Tanguy, on ne va pas créer un problème. On ne va pas créer un problème en essayant de régler un autre. Il n'y a aucun problème à créer. Le problème qu'on crée,
c'est d'envoyer des enseignants à moitié ou au tiers dans les salles de classe quand ils sont en fonction politique. Le problème qu'on crée, c'est d'envoyer des enseignants peut-être extrêmement expérimentés, du haut de 15, 20 ans de pratique du métier d'enseignant, certes, mais qui en classe n'ont pas tous leurs esprits, qui tout le temps vont appeler les censeurs pour des permissions, pour s'absenter à des cours, qui, après 1 heure de cours, disparaîtront, iront à la salle des profs, feront corriger les copies par de jeunes étudiants du quartier, feront proposer les épreuves par de jeunes enseignants moins expérimentés, de jeunes collègues. Dans ce détail, le diable. On va changer de sujet, les gars. On va parler toujours des enseignants et surtout s'intéresser à cette catégorie, les AME. Cette catégorie qui intéresse, ma foi, les députés désormais qui ont déposé une question orale à ce propos à l'endroit du gouvernement. Est-ce que ça va changer quelque chose à la situation, Franck? On va assister à la traditionnelle cérémonie, oui, non, et puis voilà, le ministre va ramasser ses affaires et rentrer chez lui. Nos chers amis députés veulent avoir des informations sur les AME. Ils les auront en pile de papier d'ailleurs. Le ministre va débarquer avec ses cadres qui vont lui faire de petits papiers. Non, ils auront des informations. Ils auront suffisamment d'informations là. On va leur dire qu'il y a une base de données où nos frères sont une base fiable en plus. Oui, où on va piocher dedans. Chaque année, il y a des formations qui sont données pour les remettre à niveau. Il y a même un recrutement qui est en cours, qui est projeté. On est en train de faire le nécessaire pour... Et mieux, on veut l'élargir au niveau du supérieur. Donc, les députés auront vraiment de l'information. Maintenant, quelle sorte d'information ils recherchent? Vous êtes digne de représenter le ministre au Parlement. Si sont aussi moi, j'irai le William. On ne va pas banaliser quand même ce rôle régalien du député de demander des comptes au gouvernement. C'est de bon droit. On augmente même pour l'année prochaine 300 millions à leur budget en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, qu'ils justifient les frais qu'ils perçoivent. Pour faire plus sérieux. Vous savez, moi je suis un peu dérangé par la forme des questions. Les questions sont sans débat. Je pense que ce n'est pas le cas sur la question des AME. Eux-mêmes ont dit dans l'une des 10 questions que ça fait 5 ans que la première vague d'AME est entrée en classe. Attention, 5 ans, c'est un délai raisonnable pour faire un débat sérieux. Et pour moi, il n'y a pas mieux que la représentation nationale pour demander des comptes, surtout à des ministres qui étaient encore en poste à l'initiation de cette réforme, qui ont inspiré même cette réforme. Aujourd'hui, le chef de file des ministres de l'Éducation, il est là depuis 2016 et il est un des acteurs les plus initiés, les plus à même de parler du système d'Aspirana, comme les enseignants le disent, et de faire un bilan 5 ans après la mise en œuvre. Les questions, pour moi, elles ont de la consistance, les questions ont de la teneur. Et sur des détails comme la formation des enseignants qualifiés, le recrutement, sur des questions comme les fermetures des écoles normales d'instituteurs depuis quelques années, sur des questions comme les écoles normales supérieures qui sortent des gens avec le BAPES, le CAPES, mais qu'on traite moins que cela ne se fait, sur des questions comme le découragement actuel qui s'embrase. Par le passé, quand on vient à l'université pour lancer les concours des écoles normales, les facultés se vident. Aujourd'hui, je ne sais pas combien sont prêts en CBG, en lettres modernes ou dans quelle autre entité, pour aller passer les concours pour entrer à l'école normale supérieure. Parce que quand on finit, on revient à un système d'Aspirana. Des questions comme quand est-ce que l'État va finalement recruter les enseignants qualifiés? Quand est-ce que la question des reversements des AME en agents contractuels et par la suite avec des évolutions, quand est-ce que ces questions seront réglées? Pour moi, elles sont précises et pertinentes. Et je resterai énormément sur ma soif, ce n'est pas encore venu, mais je fais la prédiction, je resterai sur ma soif qu'après la présentation d'une communication en griffe du ministre des enseignements maternels et primaires, les députés ne puissent pas reprendre la parole et faire des débats sérieux sur les éléments de réponse que le membre du gouvernement aurait apportés. Non, je pense que nous l'avons évoqué ici, que le traitement qui est fait aux AME, c'est assez inquiétant pour que, justement, on puisse s'interroger et avoir des réponses. Je pense que les questions, elles sont bien posées.
Par exemple, pourquoi certains aspirants au métier de l'enseignement ayant été déclarés admis ont été retirés une année après de la base? Aussi, pourquoi ce sont les AME qui ont une formation en anglais ou en histoire-géographie qui enseignent le français alors que ceux qui ont une formation en lettres modernes sont retirés de la base? Voyez-vous, c'est des questions assez importantes. Qu'est-ce qui est fait à la date d'aujourd'hui pour que les écoles puissent maintenant recruter et former les enseignants? Pourquoi certains AME, bien que figurant dans la base de données, ne sont jamais déployés, mais d'autres qui intègrent la base bien après le sont? À quand l'effectivité du revêtement tant médiatisé des AME qui ont au moins fait 3 ans de service? Quelles sont les dispositions spécifiques qui sont prises pour que le revêtement des AME de la première promotion qui sont dans leur 5e année de service? Donc nous attendons des réponses, des questions qui sont posées, comme l'a dit Franck. Les réponses sortiront. Bon, ben, on espère que ça améliorera quelque peu la situation de ces AME. En tout cas, ce qu'ils attendent, c'est de voir un peu leur situation changer pour peu que les élus du peuple s'intéressent un peu à leur situation. Oui. Mais en même temps, hein, au-delà des AME, on a quand même 4 questions orales qui attendent le gouvernement. C'est quoi? C'est une inspiration subite, William? C'est vrai que par le passé, on a quand même vu 2 ou 3 questions de gouvernement, au gouvernement de la part des démocrates, mais ça là, ça pleuvait hier. Hein. Bon, je pense aussi que nous sommes en session. Ils sont retournés en 3e session extraordinaire. Le temps de pause, le temps d'accalmie devrait être naturellement un temps où l'activité parlementaire n'était pas en cours. Donc, ils ont pris le temps d'avoir leur stylo, de retourner dans leur cabinet. Parce que c'est ce que nous avons toujours voulu d'eux. Le député n'a pas la science infuse et il n'est pas expert en tout. Donc, de retourner dans leur cabinet, d'abord, pour la plupart, ils sont membres. Ils sont retournés soit à des congrès nationaux ou soit à des consultations, des tournées de reddition de comptes. Ouais. Ils ont écouté les Béninois, ils sont revenus au cabinet, ils ont demandé à des sachants de les éclairer sûrement sur certaines questions. Et naturellement, pour moi, c'est normal. Hein. Et moi, pour moi, la formalité ou le formalisme des questions n'est pas forcément l'élément le plus déterminant. L'élément crucial pour moi, c'est comment est-ce qu'on en débat? Quand on en débat, est-ce que le Béninois reste sur le statu quo? Est-ce que les informations demeurent des recoupements d'informations glanés ça et là? Ou est-ce que des éléments nouveaux viennent? Est-ce que c'est plutôt beaucoup de phrases au futur simple de l'indicatif ou c'est plutôt, je sais pas, du présent, quoi, du présent de l'indicatif? Donc, moi, je pense que c'est essentiellement ça. Et la façon dont aussi on reprend les questions de relance. Ils ne sont pas les journalistes, mais vous savez, parfois, on a comme impression que la soif des députés en posant certaines questions ne se voit pas quand ils sont en débat avec les membres du gouvernement à propos. Moi, je pense qu'ils doivent davantage se mettre dans ce rôle et que ce folklore habituel de formalisme, de contrôle de l'action gouvernementale ne soit plus si apparent, mais que dans le fond, on sente. Vous savez, moi je suis beaucoup admirateur des débats dans des parlements hors du Bénin. Vous sentez cette fibre partie. Même si aujourd'hui on fait de William député élu parlementaire, il ne pourra rien changer. Est-ce que la loi leur permet d'aller plus loin? Aujourd'hui même, vous allez selon ceux qui sont habitués aux pratiques parlementaires et selon les informations que moi j'ai eues, les dernières informations, le gouvernement vous a adressé votre question, on rédige, puisque c'est sans débat. On rédige et on vient lire. On rédige la réponse et on vient lire. Et on vient lire, c'est tout. Je pense que chacun rentre chez lui. Que ce soit du côté... Même si vous allez là-bas, vous avez que ce soit du côté du Parlement. Vous avez votre... vous êtes énervé, vous êtes si... Vous rentrez comme ça, avec votre état d'âme. Alors, changeons de méthode. Moi, je pense que c'est les lois plutôt qu'il faut revoir. Non, mieux. Non, maintenant, on peut initier... Il y a d'autres mécanismes comme les commissions d'enquête. S'il vous plaît. Oui. On peut initier des... mettre sur pied des commissions d'enquête, aller interroger les gens sur le terrain, aller vérifier, aller dans les ministères pour dire nous voulons telle ou telle information, sortez-nous la base de données. Et là, vous êtes véritablement dans le contrôle de l'action gouvernementale. Mais si ce n'est qu'au Parlement, et William souffrait qu'on leur lise les réponses aux questions qu'ils ont posées. Moi, je pense qu'il faut davantage viser l'objectif de cette démarche-là, pour que ça ne soit pas de simple formalité. Que ce soit député de l'opposition ou de la mouvance, nous voulons la même chose, le développement de son pays. S'il y a travaillé ces mécanismes qui permettent d'interroger l'exécutif, si c'est un sujet, et que dans les réponses,
On joue à de l'hypocrisie, on est convaincu de ce qu'on est en train de sévir comme réponse n'est véritablement pas ce qui est en train d'être fait. On se fait du mal à soi-même. C'est nos enfants qui vont en souffrir dans les écoles, dans les collèges. Je pense que l'idée des questions, c'est de savoir là où nous en sommes et là où nous pouvons améliorer pour évoluer. William, on aura un clivage de discussion opposition mouvance et puis c'est fini. Hein. C'est parfois là que moi j'ai quelques petites réserves avec notre représentation nationale. Ailleurs, vous sentez des membres de la mouvance présidentielle, des gens soutenant l'action du gouvernement extrêmement impertinents avec des membres du gouvernement qui sont peut-être des copains du même bureau politique ailleurs. Vous savez, parfois quand il y a certains sujets de la nation, il faut savoir de quoi on s'habille. C'est vrai que sur le sujet, sur certaines questions orales, comme la question du CNHU Bekoutou Koumaga, j'ai vu des députés de la mouvance présidentielle dire des choses intéressantes, j'ai vu des débats intéressants, mais au-delà de ça... C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère et on veut vraiment aller au-delà de ça et qu'il nous parle aussi, je veux des questions orales sur la démolition de l'Assemblée nationale. Qu'il nous parle des choses qui les concernent. Ah, absolument, c'est intéressant. Oui, sur la santé, on peut comprendre, leur poche saigne. Allez, bonne journée, on se voit demain. Mesdames et messieurs, on va suivre la revue de presse et on va clôturer ce numéro d'Actu Matin. Bonjour à toutes et à tous. Ce jour, le matinal soupçonne déjà une agitation du côté du landerneau politique pour écrire que quand bien même plus de 24 mois nous séparent des prochaines échéances électorales, 2026 est plus que jamais au cœur de l'actualité politique nationale. Entre reconfiguration des instances dirigeantes de partis et descente sur le terrain, remobilisation de militants, suscitation de candidatures et remaniement technique, les acteurs politiques donnent déjà des signaux de ce que sera 2026. La récente démission du ministre des Sports, Oswald Meki, a plus que jamais relancé le débat. 2026 polarise déjà les attentions au Bénin. L'après-talon semble déjà une évidence pour certains au sein de l'opposition. La question de la succession du chantre du nouveau départ est constamment au cœur des débats. Sur la question, on agite le nom d'un de ses proches, un homme de l'ombre dont la discrétion légendaire semble pourtant contraster avec la grande influence et l'hyperpuissance dont on le crédite dans le sérail et dans l'entourage de celui qui est considéré comme son alter ego. Avec la nation, il est question de faire en sorte que le système judiciaire réponde aux défis de son temps en intégrant les nouvelles dynamiques technologiques et soit au service du justiciable. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les participants au colloque sur la modernisation de la justice. À l'occasion, les acteurs du système judiciaire, les justiciables, les partenaires et divers participants ont porté leur regard sur l'état de la justice au Bénin et les perspectives. Le journal de souligner que le grand rendez-vous démocratique sur la modernisation de la justice a tenu son pari. Pendant ce temps, le combat s'intensifie contre les arnaqueurs et en matière de lutte contre la cybercriminalité. Le matinal en fait son gros titre et informe de la grosse moisson de l'OCRC. À Parakou, en croit ce journal, les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité intensifient leurs activités dans la partie septentrionale du Bénin, notamment à Parakou, au cours d'une opération qui s'est déroulée du samedi 7 au lundi 9 octobre 2023. 32 présumés cybercriminels ont été interpellés dans la cité de Kouabourou. Pour réaliser l'opération,
Les éléments du commissaire Donatien Sokou ont été appuyés par les unités de police de Parakou. Plusieurs objets ont été saisis lors des différentes perquisitions. Le journal Fraternité raconte, lui, que le dernier cambriolage enregistré au parquet général de Cotonou inquiète les responsables de la juridiction. En effet, lors de la rentrée judiciaire tenue lundi, le président de la cour d'appel est revenu qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Justin Benameto a fait part de son désarroi du fait que des individus viennent régulièrement opérer malgré la présence de militaires déployés pour la surveillance du parquet. Cet énième cambriolage est de trop et il intervient dans un contexte de crise sécuritaire mondiale qui doit interpeller. À ce titre, l'affaire est à prendre au sérieux. Il s'agit d'une institution judiciaire très fréquentée qui accueille un flux humain chaque jour pour se faire établir des documents et actes administratifs. De plus, elle est située à proximité de la présidence de la République, des ministères et autres structures étatiques. Dans la suite, la nation affiche que l'encours des crédits octroyés par les systèmes financiers décentralisés au Bénin a connu une hausse de 8,8 milliards de francs CFA, soit une progression de 4,2% à fin juin 2023, d'après la fiche sur la situation de la microfinance dans l'Union au 30 juin 2023. BCEAO, septembre 2023. Le trimestre précédent, les crédits avaient baissé de 25 milliards de francs CFA, soit une diminution de 10,7% sur la même période. C'était la plus forte baisse observée dans l'Union monétaire ouest-africaine et ce malgré une hausse de 18 milliards 388 millions de francs CFA des dépôts. À fin juillet, l'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance au Bénin a connu un accroissement de 4 milliards 500 millions de francs CFA, soit une hausse de 2,4%. Sport, dans les colonnes de Fraternité qui relatent que le Bénin vient de faire une bonne impression dans le monde de la boxe. À l'occasion du championnat ouest-africain zone 2 de kickboxing qui s'est déroulé le 30 septembre 2023 à Bamako, 2 athlètes béninois ont honoré leur pays en décrochant chacun 2 médailles de bronze, ceci dans des catégories hors du commun, l'un de moins de 80 kg et l'autre de moins de 65 kg. En effet, 5 pays étaient attendus à ce championnat. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin et de la Tunisie, mais lors de la compétition, la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas répondu présents à ce rendez-vous sportif. Au terme des combats, les 2 Béninois ont assuré l'essentiel en décrochant 2 médailles d'argent. Merci d'être restés à l'écoute. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne journée. Demain, on sera mercredi et je serai là avec l'équipe à partir de 7h. Merci.